transformation psychiatrique, la recherche de liberté dans les soins psychiatriques. Donc c'est typiquement ce qu'on appelle un monstre juridique. C'est pour vous dire à quel point actuellement, cette langue du droit, elle n'est pas simple à parler, à comprendre, et pourtant, les juristes essaient d'être clairs, et le législateur voilà, nous impose parfois des notions qui ne le sont pas. Exemple, le programme de soins, et on a entendu parler tout à l'heure de contraintes à l'extérieur de l'hôpital. Il a fallu du coup que le législateur, en 2013, reprenne cette notion de programme de soins en disant, article 1er, il n'y a pas de contrainte possible dans le programme de soins. Donc en gros, vous êtes en soins sans consentement, mais il n'y a pas de contrainte possible. Donc c'est un monstre juridique, c'est-à-dire qu'à la fois, vous ne pouvez pas consentir, mais il n'y a pas de contrainte. Donc en fait, il faut faire comme si c'était du soin libre, mais dans un cadre d'obligation de soins pour laquelle la personne ne peut pas donner son consentement. Alors, vous voyez que c'est quand même très très vague comme formule, et c'est évidemment insécurisant pour tout le monde, et notamment pour le médecin en termes de responsabilité. Alors je vais partir du médecin pour que vous compreniez bien la différence entre le droit et la médecine, et les soignants, comme ça, vont pouvoir un peu se repérer. Didier Truchet, qui est professeur de droit public, disait « Le médecin, contrairement au juriste, ne cherche pas à appliquer une règle générale, mais au contraire, il part du cas qui lui est soumis pour déterminer sa réponse, en faisant appel, si besoin, donc il faut qu'il prenne du temps, hein, c'est écrit comme ça dans la loi en réalité, aux aides à la décision, que sont les consultations ou la consultation de ses différents confrères, de ses collègues, des soignants, des équipes soignantes, que sont la littérature, que sont les recommandations de bonne pratique. Et vous savez qu'aujourd'hui, avec la Haute Autorité de Santé, la NESM, on a de plus en plus de circulaires au sens large qui ont une valeur juridique incertaine, mais qui sont de plus en plus regardées par le juge et qui sont effectivement concernent des choses très pratico-pratiques pour les soignants, comme par exemple la violence en psychiatrie ou la contention et l'isolement. Alors, pour essayer d'être un peu pédagogique, partons de l'article 1er de la Constitution. Pourquoi l'article 1er? Parce qu'on a tendance à l'oublier d'abord, et c'est pas bon de se le rappeler. Et puis parce que Doyen Carbonnier, qui était un grand juriste, grand professeur de droit, disait que c'était l'âme des principes droits et libertés fondamentales du citoyen. Donc comme vous avez souhaité mettre le focus sur la citoyenneté, je me suis dit que c'était intéressant de partir de cet article 1er. Donc, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il rappelle 3 choses. La première, c'est le caractère laïque de la République. Le deuxième, c'est l'égalité, et ça c'est important par rapport à nos personnes soignées en psychiatrie et dans le champ de la santé mentale, l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de religion. Et le troisième point, c'est le respect de toutes les croyances. Il n'est pas dit croyances rationnelles, hein. On peut y inclure croyances irrationnelles. Les croyances, c'est large. Donc, de toutes les croyances. Donc, le droit à être fou, ou je suis fou, et alors, comme l'habitué à le penser Claude Deutsch, peut être intéressant à ramener à ce niveau-là. Alors, dans le bloc de constitutionnalité, les étudiants en droit connaissent ça par cœur. Vous avez ce fameux préambule de 1946, et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, le préambule de 1946, dans son alinéa 11, pose une notion extrêmement importante, puisque c'est celle qui nous réunit aujourd'hui. L'alinéa 11 dit « La nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé ». Et c'est issu, c'est à partir de cet alinéa 11 qu'aujourd'hui, on décline le droit à la protection de la santé. Ce n'est pas le droit à la santé, hein, c'est le droit à la protection de la santé. Alors, la loi du 4 mars 2002, la petite loi Kouchner, pour aller vite, sanctuarise dès l'article 1110.1 du Code de la santé publique, donc le premier, mise en valeur, c'est ce droit à la protection de la santé, et il est précisé que ce droit doit être mis en œuvre par tout moyen disponible au bénéfice de toute personne. Au bénéfice de toute personne. Voilà. Ça, c'est extrêmement important, et comme mon collègue de droite l'a précisé tout à l'heure, et nos personnes invités également au titre de leur retour d'expérience l'ont précisé également, la question de la dignité. Alors cette question de la dignité a été, puisqu'on est actuellement, je m'occupe du comité d'éthique CHU de Brest, on développe beaucoup
Alors, on travaille beaucoup sur la révision générale des lois de bioéthique. Eh bien, vous avez une décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 1994 qui va implanter le principe de dignité, de sauvegarde de la dignité, donc qui va, à partir de ce moment-là, faire respecter ce principe de sauvegarde de la dignité humaine, ainsi que le droit à la vie et l'ensemble des libertés individuelles qui s'appliquent aux situations de soins. Donc on est au cœur de notre sujet, c'est-à-dire l'ensemble des libertés individuelles qui s'appliquent aux situations de soins à égale mesure du droit à la vie et de la sauvegarde de la dignité humaine. Alors, le soin, mettons-nous d'accord sur le soin. Comment les juristes le regardent, le soin? Parce que vous avez une vision du soin, c'est une représentation qui est la vôtre, qui est forgée, comme pour moi, par nos formations, nos enseignements, nos maîtres, nos malades, qui nous apprennent aussi beaucoup ce que c'est que le soin. Alors, lato sensus, et au sens large, cette notion recouvre en droit tous les moyens employés pour entourer une personne physique de prévenance en raison de sa vulnérabilité. Donc on met vraiment au cœur du soin la notion de vulnérabilité, de sa faiblesse, de sa maladie, et avec la volonté de préserver sa santé, de la guérir, d'accompagner sa fin de vie. Donc la question se déplace pour les soignants, comment le soignant va-t-il s'y prendre? Comment va-t-il prendre la mesure de cette vulnérabilité? Alors, il y a deux extrêmes, il y a ce qu'on pourrait appeler la sollicitude prévenante, avec le care, et puis, notamment en psychiatrie, il y a ce que vous avez déjà évoqué, les soins sous contrainte, que d'autres vont appeler soins contenants, que d'autres vont appeler soins sans consentement, c'est ce que fait c'est ce que fait la loi, les soins sans consentement. Alors, au plan psychiatrique, Éric Péchillon rappelle que dès l'instant où un pays démocratique, j'espère qu'on l'est encore, soumis aux exigences de l'état de droit, autorise une personne à user de sa force et de la contrainte à l'encontre d'une autre personne, cet usage doit être encadré par le droit. C'est l'article 34 de la Constitution qui impose ce dispositif. Et on ne peut pas toucher à la liberté d'une personne sans qu'il y ait une loi qui l'autorise. Il y a donc place, à partir du moment où il y a une loi qui autorise cette contrainte, cette, par exemple, privation de liberté que peut représenter une hospitalisation sans consentement, il y a donc place pour que cet usage soit contrôlé par le juge, cela afin de limiter l'arbitraire. Donc les évolutions liées aux lois ciblant les personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, c'est écrit dans le titre de la loi, ces évolutions sont celles de 2011 et de 2013, mais aussi celles en lien avec la loi de modernisation de notre système de santé de 2016, qui ont aménagé et renforcé ce contrôle, et surtout partent de prémices différentes par rapport à la situation juridique antérieure ou institutionnelle antérieure. Quand j'entends Pierre Pelé, mon cadre de santé dont je suis très fier, parce que j'aime beaucoup l'écouter, et son raisonnement philosophique est éminemment pertinent, néanmoins, rappelez-vous cela, qui est très récent. Donc aujourd'hui, chaque décision prononcée à l'encontre du patient, donc par le psychiatre, par l'équipe soignante, par son entourage soignant, n'est plus, écoutez bien, n'est plus présumée être prise dans son intérêt. Par rapport à l'idée de bienfaisance, soyons clairs, pour le droit, on n'est plus là-dedans. La décision n'est plus présumée être prise dans l'intérêt de la personne. Donc, on est passé d'un monde à un autre. Le monde qui a fait naître la psychiatrie, enfin, dans lequel est née la psychiatrie, c'est le monde esquirolien. C'est ce qu'on appelait la loi Esquirol de 1838. Il y avait deux questions et un mot important, trois mots importants, si vous me laissez un petit peu. Hein, ouais. D'abord, la notion de service. Aujourd'hui, c'est entendu comme service fermé, ouvert. Enfin, à l'époque, c'était pas ça quand même. C'était droit d'asile à la folie. C'est pour ça qu'on parlait d'asile. Et le service, c'était le service rendu aux malades. Rappelons-nous. Et il y avait deux questions. Est-ce utile de faire un placement? Est-ce logique? Ça, c'est la logique esquirolienne. On n'est plus là-dedans avec les soins sans consentement. Aujourd'hui, avec la lecture juridique qui est la nôtre, qui est celle que le législateur a imposée, est-ce qu'on est dans une décision qui a été prise qui est nécessaire?
est-ce que cette décision est adaptée et est-ce que cette décision est proportionnée? Et de plus, je me tourne vers la directrice, est-ce que la décision est motivée? Ça, c'est extrêmement important. Donc il y a cette révolution-là qui accompagne une autre révolution. Donc il y a un télescopage de plusieurs révolutions. Vous savez qu'il y a eu la révolution de l'hygiène au début du siècle dernier, et la révolution curative avec les antibiotiques, les greffes, tout ce qui a fait qu'on guérit aujourd'hui des gens qui auparavant n'étaient pas guérissables, qui étaient auparavant incurables. Et puis aujourd'hui, il y a le champ, la révolution de l'information propre, c'est-à-dire l'information très claire, très loyale, très appropriée, et qui ne soit pas une information volée, qui ne soit pas une information faussée. Et normalement, aujourd'hui, quand vous mettez en place un programme de soins, vous devez expliquer à la personne qu'il n'y a pas de contrainte et qu'elle peut ne pas prendre son traitement. Et que la limite, ça ne va pas être le refus ou non de prendre son traitement, ça va être, si elle ne prend pas son traitement et que l'évolution de son état de santé s'aggrave, à ce moment-là, il y a une possibilité de réintégration en hospitalisation complète. Ce que j'évoque avec mes patients, c'est la loi ne me donne pas la possibilité de vous récupérer, même en HO d'ailleurs, enfin maintenant on ne dit plus HO, on dit soins sans consentement à demande dans l'État, n'a jamais donné la possibilité d'aller chercher la personne. Ce que je leur dis aussi, c'est qu'ils ont le choix de prendre ou pas leur traitement, mais par contre, la maladie malheureusement, et je le crois, c'est mon registre de croyance, je crois en tant que médecin que s'ils ne prennent pas leur traitement, malheureusement c'est la maladie qui ira les rechercher. Ça permet d'être égaux, c'est-à-dire moi j'ai mes croyances, il a les siennes, on peut en causer, on peut parler de nos différences de croyances aussi. Hein, et on a beaucoup de différences de croyances. Mais à l'arrivée, que je le veuille ou pas, qu'il le veuille ou pas, souvent, on peut dire ça, souvent, l'arrêt d'un traitement, malheureusement, conduit à ce que la maladie les ramène. Et ça, c'est un discours qu'ils peuvent entendre, que je peux entendre, qu'on peut partager entre soignants et soignés, accompagnants et accompagnés. Voilà. Je voulais vous donner, si vous le permettez, des nouvelles de Lydie. Ce qui est une façon aussi de répondre à l'introduction. Et ce qui fait très bien lien, je trouve, avec ce que vous disiez. La question de montrer son cul aux flics, je suis partie de ça. Et avec l'équipe, on a réfléchi à ça, parce qu'on se dit, mais finalement, une fois qu'on a eu calmé le directeur d'ailleurs, on a dit, bon, qu'est-ce qui se passerait si moi je montrais mon cul aux flics? Donc voilà, on a eu une discussion avec Lydie, qui est devenue Mademoiselle C en cours de route, et ça j'y ai tenu. Qu'est-ce qui se passerait si Madame Cotier montrait son cul aux flics? J'ai pas dit docteur Cotier, j'ai dit Madame Cotier. Je pense que directement, je me retrouverais au poste. Si c'était le docteur Cotier, je pense qu'il y aurait peut-être des égards différents. Premier problème, pour moi. Si c'est Lydie, elle aura sans doute moins d'égards que Mademoiselle C. Donc on a restauré Mademoiselle C, puis pendant qu'on y était, on a restauré l'égalité devant la loi. Si moi je me retrouve au poste parce que je monte mon cul, il n'y a pas de raison que Mademoiselle C, sans quoi ce n'est pas une citoyenne, ne se retrouve pas au poste si elle monte son cul. Brutalement, l'histoire du cul a disparu. C'est-à-dire qu'on n'était plus dans ça, on était dans qu'est-ce que moi, individu, parce que la loi, elle instaure aussi ça, une égalité entre nous, tous. Et elle est allée en parler aux gendarmes, qui ont quitté leur statut de flic d'ailleurs, hein, qui sont devenus des policiers. Elle est allée vérifier dans le discours, ça a été un moment fondateur. Est-ce que si je continue, vous pouvez me mettre le policier que je remercie tous les matins en me levant, évidemment. Pourquoi est-ce que ce serait différent pour vous? Pourquoi ce serait différent pour vous? Ça l'a restauré comme sujet dans le soin. Cette phrase-là. Ça l'a restauré comme sujet, et à partir de là, elle a pris parole. Elle vient à sa demande, parce qu'elle habite chez elle, mais parce qu'elle n'avait pas envie de sortir au début. Elle vient avec son pique-nique.
Ça, c'est trop mignon. Elle vient avec son pique-nique quand elle a décidé de manger à l'hôpital. Et ben on partage le repas ensemble. Voilà. Elle vit chez elle et elle est amie avec les policiers qui ont quitté leur statut de flic. Je vais terminer puis prolonger rapidement ce que vient de dire Madame. Donc, par rapport à ce caractère nécessaire, adapté, proportionné, ça s'applique bien entendu aux situations de soins les plus extrêmes, comme l'isolement et la contention, sur laquelle la loi de 2016, avec son article 72, a donc apporté des éléments au niveau de la loi pour la réglementer de façon stricte. C'est l'article maintenant L 3222-5-1. Et donc la question se déplace pour les usagers, parce que j'entends bien par rapport à la façon psychiatrique de remettre la relation de soins à flot, et d'un point de vue juridique, la question se déplace de la contention physique. Est-ce qu'on ne risque pas de passer à la contention chimique? Et c'est ce dont ont peur beaucoup les usagers. Sachons garder cela en tête. Donc il y a un cadre d'action de l'équipe psychiatrique qui doit être sécurisé et à mon sens aussi renvoyé aux devoirs médicaux tels que définis par le Code de déontologie médicale, et je citerai juste l'article 8, parce qu'on a un fond de valeurs communes entre juristes et médecins directeurs, qui est ces devoirs éthiques, ces codes de déontologie médicale. Qu'est-ce que dit cet article 8? Puisque c'est le thème de la journée, dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions, ce qu'on appelle la liberté thérapeutique, qui sont celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit, cependant, sans négliger son devoir d'assistance morale, on est au cœur du débat, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles. C'est un peu là-dessus que je vais finir. Ces grandes lignes seraient sans doute suffisantes dans la perspective du droit national, mais comme vous le savez, le droit est également aujourd'hui un droit européen et international, de sorte qu'en deçà du respect des droits de l'homme et du citoyen, nous devons de rappeler les droits de la personne humaine. Maintenant, les jurisprudences européennes se situent au niveau de la personne en deçà du citoyen, ce qui débouche sur d'autres jurisprudences et d'autres évolutions législatives, puisque la France se range bien souvent à l'avis de la Cour européenne des droits de l'homme, notamment du fait de la ratification de la Convention européenne des droits de l'homme, qui continue, elle, de parler, je vous le signale à l'occasion, de personnes aliénées pour réguler la privation de liberté. Alors, pour information, même si la France a ratifié cette convention, elle fait partie des pays les plus condamnés. Ce qui dit quelque chose de nos insuffisances. Et c'est aussi parce qu'on est conscient de ces insuffisances qu'il y a encore place pour l'action du législateur, encore rêver d'une grande loi de santé mentale, qu'on n'a toujours pas, mais qu'il y a place, bien évidemment, pour des colloques comme ceux qu'on fait aujourd'hui, et qu'il y a place pour des formations, question dont on était parti initialement, donc la boucle est bouclée, et j'ai fini. Je vous remercie.